Bonjour, bienvenue sur les podcasts de Ciel Espace avec notre invité André Braic, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris 7 Denis Diderot, astronome, vous travaillez au laboratoire AIME CEA Saclay, vous êtes membre de l'équipe Imagerie Cassini et vous avez participé cet été à la rétrogradation d'une planète qui s'appelle Pluton, puisque le système solaire ne comprend plus depuis le mois d'août 2006 que 8 planètes. Alors, André Braic, l'histoire de Pluton, c'est l'histoire d'une planète controversée dès l'origine, dès sa découverte en 1930 quand même. Oui, alors je voudrais quand même mettre un petit bémol à cela. L'idée, c'est que Pluton est un objet passionnant, très intéressant, et le mot rétrogradé n'est pas trop sympathique. Nous avons fait pour Pluton comme on fait dans une industrie privée. Quand on veut se débarrasser de quelqu'un, c'est compliqué, les syndicats interviennent, c'est douloureux pour la personne en question. Le seul moyen, c'est on donne une promotion. Donc nous avons donné une promotion à Pluton en suivant les principes de Jules César. Jules César disait, il vaut mieux être le premier dans son village que le deuxième à Rome. Eh bien, plutôt de laisser Pluton le 9e de sa catégorie, il devient le champion d'une nouvelle catégorie. Donc on a créé, entre guillemets, une nouvelle catégorie dont Pluton est un des champions. Et ce qui est très important, c'est que cette décision qui a été prise par l'Union astronomique internationale correspond exactement à l'avancée des sciences. Les sciences évoluent. Le mot planète nous suffisait largement au XVIIIe, au XIXe siècle. Au XXe siècle, avec la découverte de centaines de corps au-delà de Neptune, tout à fait passionnants, ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper et autres, et des corps souvent de grande taille. La découverte d'un des corps, Eris, qui est plus gros que Pluton, nous a conduit à, harmoniser les choses et à se mettre d'accord sur la définition. Donc c'est pas vraiment l'esprit de rétrogradation, c'est le fait de mettre en avant cette nouvelle catégorie, le fait de bien placer Pluton et le fait d'y voir un peu plus clair dans le système solaire. D'accord. Pourquoi dès le départ, en 1930, par la découverte de cet objet, donc cette planète promue, planète naine aujourd'hui, par Clyde Tombaugh à l'observatoire de Flagstaff aux États-Unis, pourquoi dès le départ le mot planète est controversé ? Je dirais plusieurs raisons. Une première raison, qui est, je dirais, une erreur historique, mais moi je dis toujours aux étudiants, l'erreur fait avancer la science. Je leur rajoute qu'à l'examen, il vaut mieux qu'ils fassent un nombre pair d'erreurs, chacune se compensant que nombre impair d'erreurs. Mais eh bien, il y a une erreur qui est... Quelle est l'erreur ? 1846-47, on trouve Neptune par le calcul. On trouve que Uranus, un mot un peu bizarre, il doit être perturbé par quelqu'un. Et là, Le Verrier en France, Adams en Angleterre, soupçonnent la présence de notre corps, font le calcul, et on découvre Neptune par le calcul. Avec cette merveilleuse formule de Arago qui dit « Monsieur Le Verrier a trouvé une planète au bout de sa plume ». C'est-à-dire en faisant calculer des dames dans les caves de l'Observatoire de Paris, on trouve une planète dans le ciel qui est à l'endroit prédit. Alors là, c'est un coup de tonnerre dans le ciel. C'est le triomphe de la théorie de Newton. Triomphe d'ailleurs quand on est au Capitole, on est près de la roche tarpéienne qui allait être sa perte, puisque le mouvement de Mercure, lui, allait ouvrir la voie à la relativité générale. Mais revenons aux planètes, Pluton. Donc on prévoit, du coup, dans l'enthousiasme, l'existence d'autres planètes. Et un certain nombre de scientifiques, qui sont plusieurs, dans les années 1870, 80, 90, 1900, disent Neptune n'explique pas toutes les perturbations du mouvement d'Uranus. Donc il y a un autre corps au-delà de Neptune. Donc on annonce, dès la fin du XIXe siècle, la présence d'une planète au-delà de Neptune. Et même on dit où elle est par le calcul similaire à ce qu'a fait Le Verrier. Il se trouve que cette observation d'une part et ce calcul d'autre part sont faux. Et donc on dit qu'il y a une autre planète qu'il suffit de la trouver. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les scientifiques les plus brillants aux États-Unis ou dans d'autres pays se mettent à la chasse de la planète. Ce sont les gens de Caltech, de MIT, de Harvard, des grandes universités américaines. Ils ne la trouvent pas, évidemment. Les hommes riches, je parle à Percival Lowell, c'est un homme très riche, il consacre sa fortune à la construction d'un observatoire dont le seul but est la découverte de la planète supplémentaire. Planète X ? La fameuse planète qu'on cherchait. Alors il construit un observatoire où d'ailleurs, quand on y va maintenant, c'est à Flagstaff, en Arizona, une des coupoles n'est pas une coupole astronomique, mais la tombe de Percival Lowell avec ses paroles gravées dans le marbre, ça a de l'allure. Quand on est dans sa tombe, on voit ses paroles, un peu comme le tombe de Napoléon, avec une coupole au-dessus, etc. Donc c'est impressionnant. Et en fait, en 1930, je dis... Alors, en fait, la malchance joue un rôle. En 1919, Humason, celui qui a travaillé avec Hubble-Humason, la fameuse loi d'expansion de l'univers, trouve Pluton dans deux de ses clichés. Manque de chance. Un de ces clichés, il y a un défaut de la plaque. Et Pluton est au milieu du défaut de la plaque. Donc il ne voit pas. On sait maintenant qu'il l'aurait vu s'il n'y avait pas un défaut de plaque à cet endroit-là. Et un autre cliché, il y a une étoile brillante à côté. Pluton, par hasard, est angulairement proche d'une étoile brillante. Et donc l'étoile brillante élimine tout ce qu'il y a autour. Donc 1919, on ne le voit pas alors qu'on aurait dû le voir. On continue. Et là, on prend un astronome amateur qui s'appelle Clyde Tombaugh, qui est un jeune fermé du Middle West plein d'énergie. Et le mot énergie a beaucoup d'importance. Il faut avoir plein d'énergie pour faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire, en 1930, il est recruté là-bas. C'est quelqu'un qui, je dirais pas autodidacte, mais qui n'a pas une formation universitaire des plus brillantes, et qui va donc à Flagstaff, et qui a le courage de faire la chose suivante. On passe 2 plaques photographiques prises à 6 mois d'intervalle. Donc à 6 mois d'intervalle, la Terre a bougé de 300 millions de kilomètres d'un côté et de l'autre du Soleil. Entre les 2 plaques, on passe un miroir, et on tac-tac avec le miroir, on bouge le miroir, on superpose les 2 plaques, et si un objet a bougé, on le voit. Alors comme ça, on découvre un tas de comètes, on trouve un tas d'astéroïdes, et au milieu de cette foule de découvertes, au bout de 6 mois,
pendant 6 mois que l'Annie Tombeau a fait tac-tac, donc faire tac-tac pendant 6 mois, c'est pas facile, eh bien, il trouve Pluton. Alors là, c'est un coup de tonnerre, c'est extraordinaire, c'est une nouvelle planète. Alors, premièrement, immédiatement, réaction de jalousie, de la part des grands universitaires. Comment? C'est un autodidacte, un amateur qui trouve cela, alors que nous avons tous les diplômes, c'est lui qui a la gloire de cette découverte. Et donc, l'effet de jalousie, finalement, a voulu ternir un petit peu cette école. Il y a un petit peu de controverse au début. On s'est pas rendu compte tout de suite de l'erreur de calcul avant. Et on a dit, mais si cet objet nouveau, on a pensé que cet objet perturbait Uranus. Alors, si Pluton perturbait Uranus, il a une masse considérable, bien supérieure à celle de la Terre. Donc, c'est effectivement une autre planète. Mais il y a déjà des gens qui, dès 1930, disent attention, on n'a pas mesuré sa masse. Si jamais on trouve une masse toute petite, peut-être que ce n'est qu'un astéroïde, peut-être que ce n'est pas une planète. Donc déjà, il y a des bémols dus à la jalousie, il y a des bémols dus à la science. Il y a un mélange de tout ça. Et puis bon, l'histoire. Alors l'autre histoire aussi, c'est que les Anglais avaient trouvé Uranus, les Français avaient trouvé Neptune. Bon, les Américains trouvaient Pluton. Donc ça devenait un nouveau pays, une grande puissance, etc. Il y a une dimension. Et puis il y a une dimension un peu passionnelle où aux enfants, on racontait une chanson pour connaître les noms. Où Pluton est un corps plus petit, ça on le savait que les autres, et du coup il y a un petit côté sympathique pour ce corps-là, et ça fait partie de notre culture, de notre acquis. Donc il y a tout cette chose-là. Et alors, de l'homme, de la science, de la politique. Absolument, on est au carrefour de la culture et de la science, tout à fait. Et alors là, on mesure la masse de Pluton avec les moyens qu'on avait à l'époque, en 1930, mais on a autre chose à faire entre 40 et 45, 1950, etc. Entre parenthèses, L'Annie Tombeau continue à faire tac-tac. Il a refait tac-tac pendant 30 ans de sa vie, pour essayer de trouver l'autre planète, la 10e. Et avec son travail, il était très utile, parce qu'on peut affirmer qu'il n'y a aucune planète, disons comme Neptune, jusqu'à 240 fois la distance Terre-Soleil. Alors que Neptune, on sait, est à 30 fois la distance Terre-Soleil. Dans le plan de l'éclipse, dans le plan de l'équateur du Soleil. On sait qu'il n'y a rien d'autre de cette taille-là, sinon L'Annie Tombeau l'aurait vu. Il peut y avoir quelque chose hors du plan de l'écliptique, mais ça, c'est autre chose. Alors Pluton, tout de suite, a recueilli dites réserves. Une réserve, c'est que Pluton n'a pas une orbite circulaire. C'est une ellipse. Alors que toutes les planètes connues jusqu'à présent, les 8 connues, ont une orbite circulaire. Une autre réserve, c'est que Pluton n'est pas dans le plan de l'équateur du Soleil. Il est incliné. Et de 17 degrés, ce qui n'est pas rien. Alors donc, c'est encore une autre réserve. Et enfin, quant à la masse, tous les 5 ans, on faisait une mesure de la masse, et à chaque fois, la masse était plus petite que la précédente. Je m'amusais dans les années 70 à montrer aux étudiants un graphique dans lequel je représentais en ordonnée la masse de Pluton et en abscisse la date à laquelle la masse avait été mesurée. Et quand vous extrapoliez la courbe, Pluton avait une masse nulle, donc disparaissait en 2006. Plus petit, qui est justement le jour où on a fait l'UAI enfin prononcé. Plus petit que la Lune. Absolument. Alors, le problème, ça ne dérangeait pas trop. Moi, je disais aux étudiants, déjà depuis 30 ans, dans mes polycopies, on le retrouve, je disais, il y a 8 planètes dans le système solaire. Pluton est un gros astéroïde. Ce n'est pas pour ça qu'il est moins intéressant. Mais bon, j'en faisais pas un titre de gloire. Je disais ça comme ça, et ça me dérangeait pas que les gens parlent de 9 planètes. Qu'est-ce qui fait que la discussion arrive à l'UAI, donc l'Union Astronomique Internationale, cet été? Mais tout change en fait en 2003, quand Braun trouve un objet, au-delà de Pluton, que nous appelons maintenant Eris, qu'on avait appelé 2003 UB 313 à l'époque, numéro provisoire, et cet objet est plus massif que Pluton. Et Braun dit à juste titre, bon, si je découvre un objet plus massif que Pluton, je viens de découvrir un objet plus massif que Pluton, si Pluton n'est plus une planète, alors je revendique la découverte d'une planète, et il avait raison, et si Pluton n'est pas une planète, je ne revendique rien. Et maintenant, au niveau de l'Union Astronomique Internationale, faisant partie d'un certain nombre de comités de nomenclature, la règle pour nommer les différents objets n'est pas la même sur la nature de l'objet. C'est-à-dire, on donne pas le même type de nom à une planète, à un astéroïde, à une comète ou à un satellite. Et donc cet objet, est-il une planète ou pas? Quel est le comité qui va s'en occuper? Qui est-ce qui va donner le nom? Ça peut paraître, secondaire et pas très important, mais en pratique, ça pose un problème. Je rajouterais des problèmes politiques parce que celui qui est président du comité machin a envie d'avoir plus de pouvoir que celui qui est président du comité truc. Donc là, et quand il y a un petit conflit, quelquefois c'est une manière d'exacerber le conflit. Y compris dans les étoiles. Y compris dans les étoiles, absolument. Donc ça veut donc dire que problème sur le fonctionnement interne de l'UAI, problème vis-à-vis de la découverte de Braun, et évidemment problème à l'école et dans la presse. Les écoliers nous disaient à leurs profs, il y a combien de planètes? 8 ou 9? Et les profs nous disaient, nous, il y en a combien? La presse nous disait, il y en a 8 ou il y en a 9? Alors vous avez imaginé une solution avant cette assemblée générale de Prague pour régler le problème. Comment avez-vous travaillé? Alors d'abord, tous les comités en place de l'UAI se sont réunis entre 2003 et 2006. Les 3 ans de réunion, parce que c'est pas rien, de discussions, de polémiques, etc. Aucun des comités n'a pu aboutir à une solution. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on votait, je me souviens de quelque chose de caricatural que j'ai assisté, c'était en Norvège, je me souviens au fond d'un fjord, en 2005, nous étions réunis à 10 personnes, et nous avons voté pour savoir si dans le système solaire il y avait 8 planètes, excluant Pluton, 9 planètes, incluant Pluton, ou 10 planètes, incluant la nouvelle. Eh bien, le vote a donné 3 voix pour 8 planètes, 3 voix pour 9 planètes, 3 voix pour 10 planètes et une abstention.
Je crois que ça résume bien les réunions. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Et Catherine Césarski, qui est non seulement une très bonne amie, mais qui est une femme remarquable, qui est quelqu'un qui aime prendre des décisions, qui aime faire avancer les problèmes surtout, allait prendre la direction de l'UAI au mois d'août. Elle avait été élue auparavant, mais elle prenait ses fonctions au mois d'août. Elle a dit, écoute André, on va pas s'en tirer. Je vais passer 3 ans de ma présidence à répondre à des lettres, à discuter, à avoir de la polémique. Il faut résoudre ce problème. Et donc, elle a souhaité mettre en place un comité qui trouve une solution. Et je dirais que moi, je suis très content du résultat, parce que la solution n'est pas exactement ce que nous avions donné, mais celle qu'en tout cas je souhaitais et ce que nous avons préparé. C'est-à-dire que le fait d'avoir proposé une solution dont une partie a été rejetée nous a permis de faire passer ce qu'on souhaitait. Alors d'abord, ce que vous avez proposé. Alors, dans ce qu'on a proposé pour la solution, on met en place 6 personnes. Alors, ce qui est très important, le nombre est important, c'est que mon expérience de la vie, après tout, c'est quand même une 40aine d'années d'expérience d'astronomie, c'est qu'à chaque fois qu'on met un comité avec trop de monde, ça se passe mal. Hein, j'ai envie de paraphraser la phrase de Gaulle, qui, dans un comité, on doit être plus nombreux que les grâces et moins nombreux que les muses. Donc, si on doit être plus de 3. Moins de 3, c'est 2 copains, et plus de 9, c'est la pagaille. Donc, il faut être peu nombreux. 6 personnes, c'est idéal. Là, on peut se connaître, discuter, prendre son temps. Le problème, au moment où on s'est réunis, c'est que nos opinions étaient extrêmement divergentes. Donc au début de ces réunions, je me suis dit, oh là là, comment va-t-on faire pour trouver un compromis? Quand on regarde, une solution. Et notre problème, c'était pas de faire passer nos idées, de faire passer ce qu'on veut. Le problème, c'est de trouver une solution, quelle qu'elle soit, je dirais, à la limite. Et acceptable par tout le monde. Voilà, c'était de dire comment l'Assemblée Générale de l'Union astronomique va voter. Il y a 10 000 astronomes professionnels dans le monde. Bon, les gens vont et viennent, ils sont pas là 15 jours présents tout le temps à l'Assemblée Générale, mais ils donnent leur point de vue, et ceux qui votent représentent l'opinion de tout le monde, après discussion. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution telle que tout le monde accepte la solution? Et je dirais, après 2 jours de réunion qui a eu lieu à Paris, j'y tiens beaucoup parce que je me suis un peu battu pour que la réunion n'ait pas lieu ailleurs. Pourquoi? Parce que nous avions dans le comité 3 Américains, un Anglais, un Japonais et un Français. J'étais le Français de la bande. Je trouvais que c'était un peu trop anglo-saxon, et je leur ai dit que si on se réunissait sur un territoire de langue anglaise, avec une majorité de gens de langue anglaise, par exemple aux États-Unis, ça paraîtrait provincial aux yeux du monde. Ça les a beaucoup amusés, et donc j'ai proposé qu'on se réunisse soit à Tokyo, soit à Paris. Et finalement, Paris était adopté, et comme tout le monde sait, Paris a 2 qualités. Il y a de la bonne astronomie, mais il y a aussi de la bonne gastronomie. Et mon expérience, c'est qu'en cas de désaccord, à la fin d'un bon repas et de bouteilles de Bourgogne et de Bordeaux de qualité, les points de vue se rapprochent toujours. C'est exactement ce qui s'est passé. Les points de vue se sont rapprochés, et en gros, l'idée est très simple. Essayons de trouver des limites, des barrières, des frontières entre les différentes catégories d'objets. Essayons de dire, voilà, le progrès de la science nous fait découvrir beaucoup de corps, la situation est complètement différente des Grecs il y a 2000 ans ou du 19e siècle. Si on prend un peu de recul, si on regarde de loin, est-ce qu'apparaissent naturellement des limites qui soient soit des limites physiques, portant sur la masse, la taille, etc., soit des limites culturelles? Et moi, j'avais introduit une notion de limite culturelle qui n'a pas été retenue par l'Union astronomique internationale, mais la solution est la même finalement. Le résultat, est le même. Alors, limite naturelle. Bon, déjà, est-ce qu'un corps est rond ou pas? Alors, en physique, on emploie le terme savant d'équilibre hydrostatique. En gros, quand un corps, une manière plus simple, c'est de dire si sur un corps, les montagnes sont plus hautes que le rayon, il n'est pas vraiment rond. Donc tout ce qui a des montagnes énormes par rapport au rayon, c'est pas rond. Et puis d'autre part, si les montagnes sont plus hautes que le rayon, il est après il est rond. Il peut être un peu aplati par la rotation, mais en gros rond. C'est quand les forces de gravité l'emportent sur le la cohésion interne. Voilà, en gros, la gravité versus cohésion interne, ça l'emporte. Ça donne quoi comme limite? Ça donne un corps d'environ 500 km. Ça dépend de la densité, de la composition chimique, etc. Ça peut être 400 km, ça peut être 600, c'est environ 500. Et on voit que tous les corps qui ont moins de 500 km sont pas ronds. Je prends par exemple les satellites de Saturne. Hyperion, qui fait 340 km, est tordu, n'est pas rond du tout. Amalthée autour de Jupiter est pas rond. Par contre, Encelade, qui fait 500 km, Mimas, qui font 500 km, sont parfaitement ronds. Donc là, il y a une limite naturelle. La limite d'équilibre hydrostatique. On se dit, là, il faut la faire intervenir, cette limite. D'autre part, on voit bien qu'entre Pluton, corps plus petit que la Lune, et puis Jupiter, il y a quand même une différence. C'est quand même pas la même chose. Alors on a cherché, moi j'ai proposé une limite, c'est pas ce qui a été retenu, une limite culturelle, en disant on va appeler planète tout ce qui a été découvert avant 1900. Pourquoi avant 1900? C'est pas une date magique. Parce que ça excluait Pluton. Non, parce que c'est la naissance de l'astrophysique. On peut dire l'astrophysique, c'est le XXe siècle. Donc tout ce qui a été fait par l'astronomie traditionnelle, les planètes, c'est avant 1900. Tout ce qui est fait après la naissance de l'astrophysique, c'est un petit peu différent comme méthode, etc. Et c'était une limite culturelle. C'est-à-dire que la définition d'une planète, ça veut dire vagabond en grec. Donc des vagabonds du ciel, on les appelle plus vagabonds. Bon, et en fait, la définition qui a été retenue à Prague, qui revient même, ça revient à ce qui est, c'est qu'en gros, quand un corps est très massif et très gros, il fait le ménage autour de lui. J'emploie une définition un peu vulgaire comme ça, un peu simple. Faire le ménage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un autre corps arrive, il ne tolère pas la présence d'un corps comme lui, il va chasser un corps qui arrive, ou bien il va le capturer, ou bien il va le prendre comme satellite, ou bien il va le mettre en résonance. Eh bien, on n'y a pas un corps comme la Terre jusqu'à côté, il n'y a pas un corps comme Mars juste à côté, il n'y a pas un autre Jupiter jusqu'à côté. Par contre, il y a une foule de corps à côté de Pluton. Pareil. Et du coup, on fait apparaître le nom de planètes qu'on peut rajouter traditionnel, des planètes connues avant 1900. Et l'argument, c'est rond,
et ça fait le ménage autour de soi, et ça tourne autour du Soleil. Et du coup, on voit apparaître une autre catégorie, tout ce qui n'est pas rond, on appelle ça petit corps, définition nouvelle. On a parlé de minor planets avant, d'une planète mineure qui n'est plus employée maintenant. Un petit corps, c'est quoi? C'est une comète, un astéroïde, tout ce qui n'est pas rond. Et entre les deux, apparaît une catégorie qui est évidente, c'est ce qu'on appelle les planètes naines, les naines, et de la manière qu'il y a des galaxies naines, ou qu'il y a des étoiles naines. Les nuages de Magellan que nous aimons bien, que nous voyons à l'œil nu dans l'hémisphère sud, sont des galaxies naines. Un certain nombre de galaxies sont... Et nous savons que les grosses galaxies se forment à partir de rassemblements de galaxies naines. Donc le mot naine est naturel en astronomie. Et il ressort une solution naturelle qui, je crois, est acceptée par tout le monde, à part un ou deux braillards dont nous pourrons éventuellement parler. Aujourd'hui, donc, depuis le 24 août, la définition officielle d'une planète, c'est un objet qui tourne autour du Soleil, donc qui est en orbite autour du Soleil. Deuxièmement, qui a une masse suffisante, justement, pour que sa gravité l'emporte sur les forces de cohésion du corps solide. Et troisièmement, qui a éliminé tout corps susceptible de se déplacer sur une orbite proche. Ça, c'est la définition des 8 planètes du système solaire. Les planètes, la planète naine, les planètes naines, donc de forme Pluton, enfin en tout cas, c'est aussi sur une orbite autour du Soleil, qui a une masse suffisante pour avoir une forme presque sphérique, mais qui n'a pas éliminé tous les corps susceptibles de faire le ménage. Et quatrièmement, qui n'est pas un satellite aussi. Tout à fait. D'accord. Alors, vous n'avez pas peur que le mot planète naine, en conservant le mot planète, entraîne une confusion et que le mot nain soit considéré comme étant péjoratif? Alors d'abord, on aurait pu parler de petite taille si on veut pas être politiquement incorrect. Mais nain, c'est pas du tout péjoratif. Moi, j'ai toujours plus c'est petit, plus c'est joli. Donc c'est et nous connaissons des hommes politiques qui sont de toute petite taille. Enfin là, je vais pas repartir sur ce sujet. Donc de toute manière, non, c'est pas péjoratif. Et surtout, d'une certaine manière, garder le mot planète naine. On peut comme on veut l'appeler naine ou planète naine, mais d'une certaine manière, ça permet. Là, je fais un clin d'œil à quelqu'un qui me demanderait est-ce que Pluton est une planète? Je peux aussi bien répondre non. Pluton est une naine. Que répondre oui, c'est une planète naine. Donc d'une certaine manière, c'est pour montrer que l'objet est intéressant en lui-même et qu'il est clair que la catégorie des naines se distingue nettement de la catégorie des planètes traditionnelles et se distingue elle-même des petits corps. Il y a vraiment 3 catégories qui apparaissent, résultat des progrès de la science. Y aurait-il eu, André Breuil, une mission à destination de Pluton Kuiper, qui fonce dans cette direction et qui est parti il y a quelques mois, si Pluton n'avait pas été une planète? Est-ce que ça a un effet politique? J'ai envie de dire oui, parce que l'Europe est en train de lancer Rosetta, qui va voir un astéroïde et des comètes. Pluton est quand même un objet historiquement fondamental, très important. C'est le premier objet de la catégorie de Kuiper. C'est le champion de la catégorie des naines. Et il était facile de plaider qu'on va voir une comète. On le fait. On va voir un astéroïde, on le fait. On va voir une planète, on le fait. Et bien on va voir une naine. Pour l'instant, on n'a pas encore d'exemple. Donc je pense que la mission a lieu. Mais il y a le responsable de la mission Pluton qui s'appelle Étoile en allemand d'ailleurs. Et bien ce responsable-là a cru qu'on portait atteinte à sa mission. Il voulait être l'homme qui va observer la dernière planète. Et du coup, il a fait une manifestation monstre. Ils étaient 90 dans la rue. Je connais des manifestations où il y a plus de monde. Il a rameuté la presse. Il a fait beaucoup de bruit. Et de toute manière, il n'a proposé aucune solution. Et ce qui m'a amusé, c'est que dans les gens qu'il a réunis autour de lui, ils sont eux-mêmes en complet désaccord entre eux. Donc il a formé un club des mécontents qui va évidemment s'éteindre avec le temps. Dernière question, André Breuil, sur ces planètes. Au moment où on découvre, on en est à plus de 200 planètes en dehors de notre propre système, qui ont toutes des caractéristiques assez extraordinaires de proximité par rapport à leur étoile ou autre. Est-ce que le débat sur ce qu'est une planète au vu de ces découvertes ne va pas repartir de façon encore plus violente qu'il l'a été pour le système solaire? Tout à fait, parce qu'en gros, nous, dans notre réunion à Paris, on avait souhaité mettre la définition d'une planète en général. Et on avait dit tourne autour d'une étoile et pas le Soleil. Il s'est trouvé que pour des raisons de préséance, la communauté des planètes extrasolaires a fait preuve d'un peu de jalousie en disant comment aucun de nos membres n'était membre du comité, etc. On nous a oubliés. Et quand on a vu qu'il y avait un peu de tension, il y en avait tellement de tous les côtés, on a calmé le jeu en disant bon, mettons autour du Soleil et la définition d'une planète extrasolaire se viendra après. Le problème ne se pose pas pour l'instant, parce que pour l'instant, on trouve des gros objets autour des étoiles. On n'est pas prêt à trouver une planète naine, on n'a pas encore trouvé une Terre autour de notre étoile, on n'est pas prêt à trouver une planète naine. Enfin, en tout cas, pas dans les 5-6 ans qui viennent. Mais je suis persuadé que dans 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, la découverte d'encore beaucoup d'objets, alors là, ça ne sera pas des centaines, mais ça sera des dizaines de milliers d'objets autour d'une planète, va nous conduire à donner une définition, et c'est comme ça que la science avance.
Nous, pour l'instant, nous connaissons mal l'environnement des étoiles. Nous savons qu'il y a du monde. Nous ne voyons que les plus gros. Attendons de voir un peu mieux ce qui est moyen et ce qui est plus petit. Et quand nous aurons fait un peu le bilan, je pense qu'il y a des catégories physiques qui vont émerger naturellement. Et donc le mot planète va à nouveau être défini, peut-être dans 16 ans, peut-être dans 30 ans, ou peut-être dans 40 ans. Mais il devra être défini à la lumière de ce que nous découvrirons. C'est pour ça que la science est extraordinaire. La science, c'est pas quelque chose qui ne change pas dans 2000 ans. C'est quelque chose qui change tout le temps. C'est sa vitalité. C'est ce qui la rend merveilleuse. Merci André Braic, merci à vous d'avoir écouté ce podcast de Ciel et Espace, et puis on se retrouve pour une nouvelle émission sur Balado Diffuseur, évidemment.